on va passer en français pour ce deuxième panel, où on va parler un peu plus de l'implémentation sur le terrain des critères et des normes dont nous avons parlé tout à l'heure. Et donc avec des personnes qui accompagnent soit en tant qu'investisseurs, soit en tant que prestataires des sociétés sur le terrain. Donc pour parler de l'implémentation de ces critères et de ces standards, nous avons Karine Séguin, qui est Head of Business Development Europe chez Trident Trust, donc qui administre des fonds et qui sert de point de validation pour l'implémentation des mesures ESG, AML et KYC. Jean-Michel Debras, chez Proparco, conseiller à l'investissement social. Proparco qu'on ne présente plus, le DFI français, mais aussi qui investit en dette, mais aussi en equity à travers tout le continent africain. Et Pierre-Yves Denez, donc avocat private equity et M&A chez Auric, nos hôtes aujourd'hui, qui assiste de nombreux clients français et internationaux en Afrique subsaharienne sur des opérations de structuration de fonds et d'investissement. Alors, première question peut-être à chacun d'entre vous à nouveau. Maintenant que nous avons parlé des guidelines, ce serait peut-être intéressant de voir ce que vous en pensez, vous, en tant que praticien sur le terrain. Peut-être que vous pourrez nous parler des situations que vous rencontrez dans vos activités et de l'adéquation de ces critères au continent africain. Est-ce qu'elles permettent d'augmenter le volume et l'impact de l'investissement des investisseurs? Alors peut-être on va commencer par Jean-Michel Debras, peut-être qui peut nous faire un premier retour de terrain d'investisseurs, peut-être au cours de ces longues années pendant lesquelles Proparco a investi sur le continent et l'évolution de ces critères, l'impact aussi de Proparco. Oui, merci. D'autant qu'en fait, les fonds propres, c'est l'activité d'origine de Proparco. La dette est venue après. Donc ça fait effectivement 40 ans que nous faisons ce métier. D'abord, avant de parler de normes, je dirais simplement que l'objet des normes est au cœur du mandat d'une banque de développement. Donc ce n'est pas une contrainte. C'est quelque chose qui est forcément internalisé, puisque les normes visent à prévenir des phénomènes qui, pour la plupart d'entre eux, peuvent être jugés contraires à un développement durable. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il faut distinguer deux sortes de normes. Il y a la norme au sens juridique, les traités que la France a signés, qui s'imposent à ses entreprises, qui s'imposent à Proparco, enfin, comme à d'autres. Alors là, on touche tout le domaine, notamment de la transparence, de la lutte anti-blanchiment, de la corruption, etc. Donc là, c'est très simple. Nous en faisons une application stricte pour deux raisons. La première, c'est que nous pensons évidemment que les phénomènes de corruption sont nocifs pour les entreprises dans lesquelles on investit, mais aussi parce qu'on protège, nous nous protégeons. Comme ça a été dit tout à l'heure, s'il y avait une défaillance dans l'analyse que nous faisons de corruption qui aurait été avérée, que nous n'aurions pas vue, eh bien, en tant qu'entreprise française, nous serions susceptibles d'avoir une action judiciaire. Donc, pour une banque de développement, ce genre de choses, c'est le péril majeur. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Mais ça, c'est pas le seul sujet. Alors, ces normes se sont renforcées au fil des années, ce qui fait que nous les avons complètement internalisées. Que le système juridique est simple. Nous élaborons un document de normes internes applicables. Ce document est approuvé par le conseil d'administration. Il s'impose au service. Tout projet est analysé et filtré au travers de ces critères. Et il y a en plus une deuxième opinion interne qui vérifie que l'analyse est la bonne. Donc voilà le dispositif qui a une fois encore un double but. Le premier, c'est de faire de bons choix d'investissement, mais le second, c'est d'établir non pas un label, ça serait prétentieux, mais en tout cas une image. Nous tenons absolument à cette image. Ensuite, il y a tout le champ du non réglementaire, mais qui est encore plus important, qui touche les critères sociaux, la bonne gouvernance sans qu'il s'agisse de corruption, simplement parce que c'est de la bonne gouvernance. Donc on n'est pas obligé de le faire. Mais simplement, notre conseil, là encore, adopte un document normatif interne auquel sont tenues les équipes qui instruisent tous les financements. Ça, c'est la première étape. Alors, comment est-ce perçu? C'est généralement bien perçu, mais c'est agaçant, s'il faut dire les choses franchement. Il y a toujours un moment où le partenaire se demande si on soupçonne ou si... Bon. Alors, dit, mais non. Alors, il y a bien une compréhension générale du fait que nous n'agissons pas de manière mal intentionnée, évidemment. Il n'empêche que ces diligences sont parfois pas très faciles à supporter. Elles sont surtout pas faciles quand on tombe sur des cas concrets. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans le conseil d'administration, dans un membre dirigeant
d'un client, ça fait 6 mois qu'on discute. Alors, et puis tout d'un coup, on dit « Ah, mais monsieur Untel, voilà, en cas de fait, il nous pose un problème. » Donc, c'est pas très facile à gérer. C'est la raison pour laquelle nous mettons ces diligences en tête, le plus vite possible. S'il y a un problème, autant le savoir tout de suite. Alors, ça a une double détente, ça a été dit tout à l'heure. D'abord, ça fait partie de l'instruction, mais la deuxième raison, c'est que ça crée une image. Et donc, sachant que nous procédons ainsi, je pense que ça a un effet public tout à fait intéressant. Et les entreprises qui signent avec nous disent ensuite, affichent qu'elles ont signé avec nous, parce que tout le monde sait ce que ça veut dire en termes de diligences qui auront été effectuées. La dernière étape, celle dont c'est de la mesure de l'impact social. Parce qu'en fait, il y a une réponse, monsieur, à la question que vous posiez tout à l'heure sur est-ce que vous acceptez les rendements à 10 ou 15%. La réponse est peut-être oui, mais à ce moment-là, en contrepartie, si j'ose dire, encore faut-il que l'impact social soit bien défini, mesuré et réalisé. Il existe, c'est ce que Jean-Michel Severino a dit ce matin, il existe toute une catégorie d'investisseurs prêts à accepter des rendements moindres, mais à condition, évidemment, qu'ils aient ce retour qui est leur propre utilité collective, la participation au bien commun. Et cela, ça existe. Mais ça suppose qu'on ait des impacts définis, mesurables, mesurés, vérifiés, avec un rapport annuel, etc. Et ça, c'est très lourd et très coûteux. Et c'est en plus compliqué. Peut-être que j'y reviendrai plus tard, donc voilà, donc il y a le légal et le réglementaire. Ensuite, il y a ce qui relève de la bonne gestion. Et puis ensuite, il y a mieux que cela, ce qui touche à l'objet même du financement, tout au moins quand on parle d'investissement social. Merci Jean-Michel. Karine et Pierre, vous qui êtes tous les jours au contact d'opérations d'investissement ou qui partagez la vie de fonds d'investissement, en tout cas leur partie administrative back-office, qu'est-ce que ces guidelines signifient pour vous au quotidien? Qu'est-ce que vous voyez comme changement ces dernières années? Peut-être Karine, est-ce que tu as des exemples récents, peut-être de choses qui ont un petit peu bougé dans l'écosystème? Oui, tout à fait. Déjà, pour mettre un petit peu en perspective... Nous avons mis en place notre African Practice à peu près il y a 10 ans, donc avec des groupes comme Tuninvest, Grofin, Africa Capital Alliance. Et à l'époque, c'était l'époque où des fonds de 70, 100, 200 millions étaient des gros fonds. Donc c'est aussi on parle du coût de l'implémentation de toutes ces réglementations. Et je pense que c'est important de mettre en contexte. Bon, maintenant, il y a des fonds comme Helios qui lèvent 1 milliard, mais quand même, des fonds de 200 millions restent encore des gros fonds sur la zone. Donc, je voulais, en quelques mots, en quelques exemples plutôt concrets, simplement montrer comment notre rôle en tant qu'administrateur de fonds de private equity, nous avons à peu près maintenant une vingtaine de fonds de private equity qui investissent sur la zone, et comment notre rôle pour des fonds de impact investment change par rapport à des fonds plus traditionnels. Donc pour reprendre la première brique du DIN qui a été citée ce matin dans la présentation, donc un impact investment, c'est l'engagement de l'investisseur de mesurer et de faire un reporting des performances socio-environnementales. Donc ça, c'est important et c'est souvent une question qui nous est posée par des gestionnaires, des managers qui essayent de faire un fundraising pour leur premier fonds et qui disent oui, ben nous sommes impact investing, nous créons des emplois en Afrique. Mais lorsqu'on parle à des investisseurs purs, bon après j'ai bien compris qu'il y a différentes gradations, mais les investisseurs impact investors demandent que dès les documents constitutifs, dans les documents constitutifs du fonds, soient décrits très précisément les modalités de cet impact investment et donc soit aussi décrit le benchmark, la quantification des objectifs. Et donc là, c'est là que nous intervenons en tant qu'administrateurs, c'est donc s'assurer que dans le reporting du fonds soit bien traduit tous ces objectifs en termes de, par exemple, de nombre de créations d'emplois ou en termes de tout un tas de critères qui ont été définis
dans parfois même le PPM, et Pierre-Yves pourra en parler après. Donc là, je pense que ça c'était... et souvent, d'ailleurs, il nous a été demandé, à la demande de certains DFI, d'aller sur place aider des managers pour que leur back-office puisse s'assurer que le flot d'informations se fasse bien et que donc, la qualité des reporting en termes de format, de content, etc., soit bien là. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, et je comprends bien que c'est peut-être un peu plus ESG, mais je pense que c'est important dans le débat, on nous demande de plus en plus, dès le départ, d'intervenir un peu comme le troisième œil, le third eye, pour faire un monitoring des standards ESG. Donc là, généralement, nous appuyons par exemple sur les chartes de IFC et donc, dès le début, nous assurons que le manager, nous demandons quelles sont les modalités qu'ils ont prises, etc. Donc là aussi, nous intervenons en parallèle du manager pour monitorer ces standards. Microphone, please. Pardon ? Ah, excusez-moi. Et la troisième chose aussi, qui est peut-être plus vis-à-vis du débat sur la corruption, on se rend compte que pour les fonds de Impact Investment, on a une demande de KYC, de due diligence de tous les acteurs autour du fonds, donc non seulement les directeurs, les managers, mais aussi les investisseurs dans le fonds. Cette demande de due diligence est plus accrue et plus continue pendant la durée de vie du fonds. Je donnerai un exemple par exemple. Au Caïman, si on a un fonds de private equity non régulé, on n'est pas obligé de faire une due diligence poussée, exhaustive, si l'investisseur ne détient pas plus de 5%. Pourtant, un bon nombre de managers nous demandent de passer outre cette règle et de faire tout de même la due diligence pour tous les investisseurs. Et enfin, pour finir, je voulais juste dire que donc donc on constate bien qu'on a une responsabilité accrue pour souligner les inconsistances ou relever les infractions potentielles aux guidelines, aux LPS du fonds. Et donc, conclusion, on se rend compte que nous avons aussi de plus en plus de due diligence vis-à-vis de nous, fonds d'administrateurs. Donc, nous avons un certain nombre de DFIs ou même d'investisseurs qui viennent nous voir sur place, donc typiquement à Maurice, par exemple, pour vérifier que nous sommes bien au fait de UK Bribery Act, par exemple. Un dernier exemple aussi intéressant, je trouve, c'est que nous avons, par exemple, donc non seulement que nous sommes bien au fait des règles internationales comme le UK Bribery Act, mais aussi au fait des exigences particulières de certains DFI. Et une anecdote, par exemple, c'est la répartition du carried interest. Donc, certains DFI veulent s'assurer que le carried interest des managers est bien distribué de façon fair et honnête et proportionnelle entre les senior partners du manager et les junior partners. Merci Karine. Alors de la vie des fonds aux opérations sur le terrain, peut-être Pierre-Yves peut faire la jonction entre la constitution des fonds et les opérations qu'ils mènent. Oui, je pense que, pour rebondir sur ce que disait Karine, l'intérêt aujourd'hui, c'est de voir que beaucoup de fonds qui investissent en Afrique subsaharienne ont dans leurs investisseurs des DFIs. Les DFIs sont arrivés avec leurs ESG. Et alors, un exemple, c'est quand vous avez deux DFIs qui arrivent chacun avec ses ESG et qu'on leur dit, nous, en tant que conseil, comment les mettre en place. Elles ne sont pas tout à fait identiques, mais on ne va pas faire deux fois le travail. Et donc faire comprendre aux DFIs que peut-être trouver un terrain d'entente entre les contraintes ESG de l'un et de l'autre pour pouvoir la mettre en œuvre, en pratique, pour le fonds. Donc ça, c'est un aspect qui paraît peut-être un peu surprenant, mais qui arrive de plus en plus régulièrement. À côté de ça, il y a tout ce qui est normatif, réglementaire, qui s'applique en tout état de cause. On a toute la problématique sur le Bribery Act UK. Dès lors qu'on a un DFI UK qui revient, ça va faire des règles qu'on doit suivre. Et puis, pas de réglementation qui s'applique sur les KYC. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réplique qu'est obligé de faire le fonds vis-à-vis de ses propres sociétés cibles. Et donc, le fonds a une analyse qui va être d'abord risque, c'est l'audit préliminaire avant de rentrer, d'investir dans la cible,
vous allez utiliser les ESG, les critères ESG pour valider qu'au niveau de la cible, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est plutôt l'aspect risque. Et ensuite, c'est utiliser les ESG au cours de la vie de l'investissement pour à la fois créer des opportunités et du résultat à la sortie. Et on a vu qu'effectivement, dans la documentation aujourd'hui, on intervient de plus en plus sur le développement d'action plan à mettre en œuvre au sein des sociétés cibles pour faire en sorte qu'ils soient en mesure de respecter les critères ESG, eux-mêmes la de ce que demandent les DFIs. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est nouveau, en fait. Avant, on avait des critères ESG qui étaient imposés, mais on n'allait pas jusqu'à mettre en place des plans d'action et demander à l'actionnaire majoritaire, puisqu'on travaille beaucoup pour des fonds minoritaires, de s'assurer qu'au sein de la société cible, il y avait effectivement un plan d'action cohérent avec les ESG auxquels le fonds est soumis, et que ce plan d'action serait suivi par des personnes qui sont compétentes pour le faire. Et donc on a maintenant de plus en plus d'engagements à la fois recruter la bonne personne pour suivre ces aspects ESG, ce qui présente un coût aussi, comme le disait monsieur tout à l'heure, par exemple pour un groupe comme Axalai, je sais que ça représente un coût d'avoir ce suivi au quotidien, alors même qu'ils savent qu'ils sont promoteurs, qu'ils sont créateurs d'emplois, que tout ça ils le savent. Mais entre le savoir et être obligé de faire un reporting là-dessus, c'est vrai qu'il y a une petite différence. On a entendu justement ce matin des exemples de fonds qui, à la dernière minute, refusaient de faire une opération suite à certains problèmes levés en cours de due diligence ou pré-due diligence. Juste post-investissement, une question qu'on se pose parfois, c'est qu'est-ce qui est de nature contractuelle au niveau des ESG et qu'est-ce qui ne l'est pas finalement? Qu'est-ce qui rentre même au niveau d'un fonds qu'est-ce qui pourrait même à terme entrer dans un LPA et qu'est-ce qui n'y rentre pas aujourd'hui? Alors, on peut prendre un exemple très concret sur la gouvernance et sur les key man events. Les key man events, c'est s'assurer que les personnes clés au sein de la société cible, comme le disait monsieur, ne posent pas de difficultés particulières. Or, en cours de vie, la vie est compliquée, les gens évoluent, ils ont d'autres opportunités. Ce qui fait qu'il faut essayer d'anticiper aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaye de faire, malheureusement on ne peut pas tout anticiper en rédigeant par exemple un pacte d'actionnaires, il faut essayer d'anticiper le fait que si les keymen prennent des positions particulières, des mandats particuliers dans d'autres sociétés, des mandats électifs, etc., on peut les obliger à en tirer les conséquences et à permettre au fonds de sortir. Pourquoi? Parce que l'incidence, elle est tellement importante pour le fonds, dans sa propre gestion, que vis-à-vis de ses investisseurs, il ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes au niveau de ses sociétés cibles. Jean-Michel, je voulais rebondir sur le point de l'harmonisation ou le travail en commun entre bailleurs de fonds, qui est un sujet qui revient assez souvent, j'imagine, pour vous aussi. Comment est-ce que vous faites pour coordonner votre action avec d'autres DFI ou d'autres acteurs du monde de l'impact? Alors, d'abord, c'est un point complètement justifié. Justifié du point de vue du partenaire, mais aussi justifié pour nous, parce qu'on est généralement à 2, 3 ou 4, parfois DFI dans le même fonds. Donc, la complexité commence par s'adresser à nos équipes qui passent un temps substantiel à discuter entre eux des normes qu'ils vont appliquer. Donc, c'est vraiment un point légitime et c'est un vrai point. En même temps, chaque DFI n'est responsable que devant son conseil et donc il y a une limite juridique à l'harmonisation. Alors, ce que nous faisons est très simple. En réalité, nous communiquons nos systèmes de normes et assez souvent, on s'imite les uns les autres. Les 3/4 des normes appliquées par ProParco sont celles de la SFI. Bon, donc ça simplifie quand même. Alors, il en restera toujours une ou deux qui sont sui generis, mais quand nous avons adopté il y a une bonne quinzaine d'années un système de mesure, le tout premier système de mesure d'impact social, il se trouvait que nos collègues de la DEG allemande avaient fait le travail un an avant nous. Bon, on ne l'a pas refait, à la fois pour des raisons de bonne gestion, mais aussi parce que, comme on est souvent ensemble, DEG et ProParco, le système de reporting est le même. Alors, c'est une réponse pragmatique, c'est pas parce qu'une fois encore, il y a une limite juridique à l'harmonisation, c'est que, in fine, on ne répond que de la responsabilité de nos organes
et du système juridique national auquel on appartient. Il y a parfois des cas infernaux, c'est les listes d'interdiction par exemple. Alors quand la liste française n'est pas la même que la liste européenne, qui n'est pas la même que celle des Organisations Unies, bon, voilà, on ne peut pas éviter de perdre du temps et éventuellement de sortir d'une opération. Voilà. Le deuxième point, c'est que je confirme tout à fait ce que vous venez de dire sur les plans d'action. Il est rare, sauf quand on est dans déjà une entreprise ou un fonds très structuré, certifié. Alors évidemment, ça simplifie beaucoup le problème, parce que du coup, les questions qu'on se pose sont marginales. Elles ont déjà été traitées avant. Donc, ceci dit, il est rare qu'on trouve une situation complètement satisfaisante au moment où on commence à discuter. Donc, il faut avoir une vision progressive et pédagogique, si j'ose dire. Effectivement, nous faisons des plans d'action, parce que ça permet de dire ce qui n'est pas satisfaisant aujourd'hui le sera dans 6 mois, le sera dans 1 an, voilà, avec des mécanismes de suivi. Et même à la limite, parce que le coût ne nous échappe pas, quand on est une entreprise ou un fonds de petite taille qui poursuit un objet social qui nous intéresse beaucoup, et que manifestement il y a une disproportion entre le coût de nos diligences, le coût du suivi, le coût du reporting et la société, eh bien, dans ces cas-là, on peut même proposer une assistance technique à notre charge. Et là, on est dans notre rôle, évidemment, de bailleur de fonds. Justement, Karine, si on peut parler de l'implémentation des différentes requêtes au niveau de la vie des fonds, provenant notamment des DFIs, est-ce que vous voyez du reporting qui part dans différentes directions, qui est vraiment différent, ou est-ce que vous arrivez à peu près à unifier au niveau de Trident les requêtes? Déjà, il faut dire que le reporting est à la charge de l'investment manager. Le reporting aux investisseurs, nous fournissons le content, nous pouvons fournir des templates, etc. Mais les chiffres, mais en revanche, le reporting sur les portfolio compagnies, etc., sont à la charge du manager. Non, je crois qu'il y a de plus en plus quand même des templates qui sont de très bonne qualité, qui sont fournis. La LPA, par exemple, ou et donc, nous, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une amélioration très nette de la qualité des reportings, qui va de pair, de toute façon, avec une exigence plus accrue des investisseurs. On ne peut pas échapper au cas par cas, effectivement, puisque ce qui est un bon signe, parce que nous, ce que nous constatons, c'est quand même une augmentation de la diversité des investisseurs dans les fonds africains. Donc, au départ, lorsque nous avons commencé il y a 10 ans, enfin, je n'y étais pas, mais lorsque le groupe y a commencé, c'était essentiellement donc, les précurseurs DFI, donc Proparco, FMO, CTC. Et là, les fonds que nous avons vus, je dirais, se lever depuis 2 ans, sont de plus en plus diversifiés, donc inclus des high network individuals, enfin, je dirais, les clients américains, qui va de pair, à mon avis, avec justement une plus grande visibilité des standards comme donc l'Impact Investing, NIFC Guidelines, etc. Donc, mais aussi des fonds de pension africains. Et enfin, je dirais même des family office allemandes et même des fonds de pension anglais. Donc, juste pour vous donner un aperçu, de conclusion, on n'échappe pas effectivement à du cas par cas. Par exemple, le fonds de pension sud-africain, on demande un reporting particulier, etc. Mais pour moi, c'est un bon signe. Ça veut dire que les investisseurs, la base des investisseurs se diversifie. C'est vrai qu'au niveau des Sud-Africains, notamment, il y a un énorme push en dehors d'Afrique du Sud et qui doit se traduire aussi dans votre activité, avec une notion d'impact très forte aussi, notamment auprès de la part de PIC ou de GEPF, qui sont aussi très, très actifs sur le continent. Exactement. Peut-être une dernière question, je voulais poser à Jean-Michel avant qu'on ouvre la salle, parce que je crois comprendre qu'il y a de l'innovation en cours aujourd'hui, au niveau des critères sociaux, et que Jean-Michel est en train de travailler dessus. Peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Merci. Ça prolonge la question de monsieur, d'ailleurs, sur le lien entre l'impact social et puis le rendement qu'on peut attendre. La question que nous nous sommes posée, c'est que nous avons vu venir ces 3 dernières années des propositions d'intervention dans des organismes dont la vocation correspondait absolument au mandat d'une banque de développement, dont l'organisation, mais on était obligé de répondre par la négative parce que nous avions des seuils de rendement minimum et qu'on était en dessous. Et ça nous
parce que la vocation première, évidemment, nous devons investir à bon escient, mais la vocation première, c'est de déclencher du développement. Et c'est ce qu'a dit Jean-Michel Séverino tout à l'heure. Nous sommes bien conscients qu'à l'avenir, la cible est bien dans des affaires dont la taille et le niveau de rendement sont inférieurs à ceux qui sont généralement pratiqués dans l'industrie du capital investissement. Donc, qu'est-ce qui peut justifier qu'un investisseur prenne plus de risques, immobilise ses fonds plus longtemps, parce que la sortie est un peu plus tard? La seule réponse que l'on voit, c'est qu'il soit confiant dans le fait que l'impact social est bien là. Et donc, il faut le décrire, il faut le quantifier, il faut le mesurer, il faut en rendre compte après coup. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, enfin, c'est quasiment fait, puisque si tout va bien, ça sera approuvé par le Conseil la semaine prochaine, donc on n'est pas très loin du... c'est un dispositif qui consiste à adopter les mêmes outils. Hein. On parle toujours de dette, d'equity, de garantie, mais dans un compartiment, pour une quantité de risques qui a été bornée, de façon évidemment à ne pas perturber l'équilibre général de Proparco, mais dans lequel nous autoriserons à prendre plus de risques, à savoir à l'avance qu'il y aura de moindres rendements, mais à la condition, et c'est là que nous savons que c'est sur ça que nous serons jugés, à la condition que les impacts sociaux ou développementaux ou environnementaux seront bel et bien atteints. Et là, je rejoins ce que vient de dire Madame, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire du cas par cas, là. Là, ça ne va pas dans le sens de la... On est obligé de dire, bon, quel est votre objectif? On est obligé de le décrire. Qu'est-ce qui va nous convaincre que vous l'avez bien atteint? Or, dès que vous posez un indicateur, c'est ce qu'on échangeait tout à l'heure, dès que vous posez un indicateur, vous définissez la manière de le contourner. Je prends un exemple très simple, qui n'est pas de moi, mais qui est d'un de mes autres... J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps à Abidjan, avec une personne qui faisait de la formation professionnelle dans les quartiers extrêmement défavorisés d'Abidjan. Et elle me dit, si vous mettez un indicateur de réussite au CAP, eh ben, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les institutions de formation vont prendre des gens dont le niveau est tel qu'on est à peu près certain qu'il y aura 100% de réussite. Et donc, si votre but était d'aller repêcher des gens qui sont loin de la cible, eh ben, vous avez raté. Voilà, un indicateur de bon sens qui est immédiatement détourné. Alors, non, juste pour dire que c'est très compliqué de fabriquer un indicateur qui est fiable, dont le mode de calcul n'appelle pas des contournements, mais dont l'existence même ne détourne pas l'objet poursuivi. Donc, on sera forcément dans le cas par cas. Ça demandera donc beaucoup d'accompagnement. Et ça veut donc dire que dans la question du rendement brut et du rendement net, vous pouvez avoir des rendements bruts satisfaisants, mais net de tous les frais d'instruction, d'accompagnement, d'assistance technique que vous aurez mis, vous vous retrouverez au chiffre que citait Jean-Michel Séverino tout à l'heure. Le pari que nous faisons, c'est que oui, c'est acceptable, à la condition que les impacts soient réels. Et que nous trouverons des investisseurs. Nous le ferons d'abord nous-mêmes, bien sûr, mais enfin, nous, on n'a pas de mérite, c'est notre mandat. Mais nous trouverons des investisseurs qui iront avec nous, puisqu'on co-investit toujours. Il est rare qu'on prenne plus de 20% dans un fonds, enfin, comme tous les autres. Hein, donc, nous trouverons des partenaires qui accepteront, parce que la réalité de l'impact social sera remplie, et parce qu'ils feront eux-mêmes le calcul qui nous est suggéré, qui est de dire... il y a de très belles perspectives dans l'investissement en Afrique, mais il y a aussi, hélas, d'affreuses perspectives d'inégalité. Et la seule façon de résoudre ça, c'est d'avoir des investissements sociaux. Merci Jean-Michel. Des questions dans la salle? On prend 2 questions. En fait, j'en ai pas. Ah. Donc, moi, j'aurais peut-être une remarque. On parlait justement de ces incidences du critère social, en l'occurrence. Si vous prenez un fonds d'impact, il va vous dire, voilà, parmi mes critères, moi, ce que j'aimerais, c'est que les salariés de la société cible aient un niveau de vie qui soit meilleur que la moyenne. Très bien, en théorie. Sauf que la rentabilité de la société va s'en retrouver immédiatement impactée. Comment vous faites pour allier les deux? C'est très compliqué. On tombe dans le domaine des ressources humaines, en fait. Hein. C'est la motivation que peuvent apporter les managers, le pouvoir d'attraction des meilleurs éléments. Mais c'est vrai que c'est une question, vous avez sûrement des éléments de réponse. Non, je n'ai pas la réponse, ce serait très prétentieux. Mais par contre, je peux dire comment on raisonne dans ce cas-là.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le pacte des investisseurs soit très très clair. On ne peut pas découvrir ce que vous êtes en train de dire en cours de route. Il faut que ça soit sur la table dès le départ. Après, on y va, on n'y va pas. Mais il faut que ça soit sur la table dès le départ. Je vais vous donner un exemple. On parlait d'harmonisation. Nous sommes loin d'être les seuls à essayer de faire de l'entrepreneuriat social en France. Beaucoup d'entreprises nous ont précédés, des ONG nous ont précédés. Et pour définir une grille d'analyse de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise sociale, on s'est mis à une dizaine, dont certains membres sont dans la salle. On s'est mis à une dizaine, ONG, entreprises, bailleurs de fonds, pour trouver une définition commune de ce que c'est qu'une entreprise sociale. Bon, cette association qui a regroupé tout ça s'appelle Cerise, je ne fais pas de publicité, enfin un peu quand même, c'est un joli nom, Cerise. Et Cerise a sorti une grille de 50 critères, 50. Hein. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il faut cocher les 50 cases, sinon ça ne marche pas. C'est parce que chaque case amène une question et une discussion. Et ça permet d'élaborer le pacte initial sur lequel on se met d'accord. Alors, je suis frappé parce que je l'ai là, la grille, parce que j'avais bien pensé que j'en parlerais. Et alors, parmi les critères, il y a une batterie de 6 critères. Quel est le projet? Quel est le public? Est-ce qu'on est tous d'accord qu'on prend un public vulnérable? Bon, ben, dans ce cas-là, dans l'exemple que je citais, il faut en tirer tout de suite les conséquences. On prend les plus pauvres, on prend les plus mal formés, on prend les... Bon, voilà, il faut en tenir compte dans le... troisième chose, quel est le produit? Est-ce que le produit répond bien à une problématique sociale? Et puis on arrive ensuite à des critères sur la nature de l'entreprise. C'est très intrusif, hein, mais bon, c'est un choix. Et donc on commence à dire, est-ce que l'organisation traite ses clients de manière responsable? Est-ce que l'organisation, je lis, hein, est-ce que l'organisation traite ses employés de manière responsable? Est-ce que ses pratiques protègent l'environnement? Bon, donc si au départ tous les investisseurs sont d'accord pour avoir ce type d'exigence, bien sûr, on ne va pas se retrouver avec un rendement à 25%. Et donc la question doit être explicitée, mise sur la table, et puis on y va, on n'y va pas. Tout dépend de l'objet social des gens qui sont autour de la table. Donc c'est évidemment avec ce genre de raisonnement qu'il y a des DFI, mais c'est un piège, parce que s'il n'y a que des DFI, quand vous additionnez toute notre capacité d'investissement, eh bien c'est pas avec ça qu'on va développer l'Afrique, nous le savons tous. Donc le but, c'est d'attirer le secteur privé. Parce que si vous additionnez la SFI, la Proparco, la DEG, eh bien, on est à quoi? On est à 5% du besoin, ou à 10% du besoin. Donc le but, c'est bien créer un mode d'investissement qui attire le gros des capitaux, et ils sont privés par définition, sur ces objectifs. Et donc il faut trouver un compromis. Donc je ne sais pas quel est le compromis. Ce que je sais, c'est que pour arriver au compromis, il faut poser tout ça sur la table, avoir une grille de questionnement, et puis se mettre d'accord sur les types de réponses qu'on attend. Mais à ce moment-là, effectivement, on ne sera pas à 25% si on se met à avoir les exigences dont on vient de parler. C'est un choix. Monsieur Deguerre parlait tout à l'heure de capital patient. Effectivement, il y a des antagonismes. L'année dernière, on a eu un grand débat ici, dans cette salle, entre fonds de private equity ou marché de capitaux. Nous avons un représentant de la bourse d'Abidjan qui pourra témoigner tout à l'heure, s'il le souhaite, de ce qui se passe dans ces cas-là. Mais effectivement, on oppose des logiques de court terme et des logiques de long terme. Mais en vous écoutant, je vous remercie pour cet échange très riche. Je me disais, parce que j'ai entendu parler de fonds de pension africains, je crois, de la part de Karine. On a beaucoup parlé aujourd'hui de France et d'Afrique. On a aussi eu des intervenants venant d'autres pays européens qui investissent en Afrique. On a l'impression, somme toute, que le Nord est un peu pris à partie et on réclame au Nord des subsides pour financer des entreprises et du social en Afrique. Peut-être que nous tenons quelque part un sujet pour l'année prochaine qui est d'inviter les fonds de pension et DFI africains et assureurs africains à Paris pour discuter avec d'autres acteurs du Nord sur comment travailler ensemble, acteurs du Nord, acteurs du Sud, pour financer des fonds et des entreprises africaines. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le débat est ouvert. info@kusutu.com. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à dire oui, allons sur ce sujet. Je vous remercie. Je voudrais répondre oui à votre question, si vous m'autorisez un quart de seconde, parce que j'ai passé 4 ans de ma vie à Johannesburg, et c'était même très récent. Oui, bien sûr qu'il faut travailler avec les fonds de pension sud-africains, ne serait-ce que parce que même se pose la question, en quoi pouvons-nous être utiles à la transformation de nos villes? Je parle de Johannesburg.
Est-ce que c'est intelligent pour un fonds de pension d'investir dans le logement social ? Et là, c'est intéressant parce que la maison que j'ai l'honneur de représenter a fait cela à titre expérimental. Parce qu'évidemment, on n'a pas les moyens de transformer le parc de Johannesburg, parc de logement. Mais on l'a fait sur une dizaine d'immeubles. Et 4 ans après, avec une société privée, j'insiste, un investisseur privé qui avait une vision une conception de sa mission sociale. Bon. Et au bout de 4 ans, cette société privée a été rachetée par un fonds de pension. Alors, branle-bas de combat à l'AFD, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va rester social ? Et la réponse a été non, nous gardons intégralement toutes les conventions. Nous resterons sociaux, parce que nous avons compris que c'était un investissement d'avenir. Et ce jour-là, on a gagné. Pas en faisant les 5 immeubles. On a gagné parce que, bon, il y a 2-3 très gros fonds de pension, donc je ne vais pas le citer, mais vous voyez déjà. Donc je crois que oui, c'est fondamental. Et ils ont un problème à domicile, les Sud-Africains, mais ils regardent aussi largement au-delà de leurs frontières, et c'est une bonne nouvelle. Merci.